Je remercie le Temps des Cerises et bien entendu Abdallah pour leur invitation. Je remercie aussi les gens de la FPS que je connais ici, que j'ai rencontrés la semaine dernière et qui sont ici ce soir. Je voudrais dire que, je suis conscient que ce soir, ça aurait dû être Jean-Marie Brome qui aurait dû initier la série des conférences. Je connais Jean-Marie Brome depuis des années 70, quand il était certainement beaucoup plus jeune. Il était beaucoup plus jeune que maintenant, je ne l'ai jamais rencontré depuis, sur ses analyses sur le sport, et ça m'aurait intéressé de l'écouter. Mais évidemment, bon, je suis de Toulouse, donc la distance avec Clermont-Ferrand, c'est quand même considérable. Mais en tout cas, c'est une excellente idée de l'avoir invité. Et j'espère qu'il pourra venir prochainement. Alors, présentation, Abdallah a fait une présentation dithyrambique à mon sujet. Je vais juste dire que, je suis membre de l'association Solidarité Palestine Toulouse, qui est l'association qui mène fondamentalement la campagne BDS sur la ville de Toulouse. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Et j'ai fait donc, avant le livre dont je vais parler ce soir, 2 livres, Palestine, plus d'un siècle de dépossession, qui a paru depuis 2017 et qui en est à l'heure actuelle à 12 000 exemplaires. Il y a 2500 exemplaires supplémentaires d'une 4e édition qui vont être livrés en début novembre. Voilà. Et puis j'ai fait un premier livre avec Michel Colomb qui s'appelle Israël, les 100 pires citations. C'était en 2013. Alors comment est-ce qu'est venu le livre sur le 7 octobre ? Eh bien, je suis bien évidemment quotidiennement l'actualité sur la Palestine. Et donc, après le 7 octobre, j'ai, comme vous, reçu beaucoup d'informations et un certain nombre de mensonges. Et en particulier, donc c'était début novembre, il a commencé à se mettre en place une campagne dans laquelle il était utilisé l'expression que Hamas, le 7 octobre, avait violé des femmes de façon, l'expression utilisée c'était de façon systématique et instrumentalisée. J'ai regardé ce qui circulait. J'ai regardé aussi les analyses faites par un site que personnellement j'apprécie beaucoup et dont je connais le dirigeant, un site qui s'appelle Electronic Intifada, qui, au fur et à mesure de cette campagne, démontait les choses, debunk en anglais, et démontait les choses en expliquant que ça ne tenait pas debout, etc. Et puis, à cette époque-là, sont parues différentes publications, une qui pourrait paraître sérieuse parce qu'elle vient des Médecins pour les droits de l'homme, une organisation israélienne qu'on pourrait classer quand même comme, disons, un peu objective, plus objective que les autres, qui en novembre 2023 a écrit un texte qui s'appelle Violence sexuelle et de genre comme arme de guerre, au cours du 7 octobre. Donc là, évidemment, j'ai relu ça très très en détail, ça posait un certain nombre de questions. Et puis, ensuite, là, je vous signale simplement les manifestations qui ont eu lieu à New York, à proximité du siège de l'ONU, par des femmes qui relayaient cette campagne. Et là, vous voyez, to me, sauf si vous êtes une juive. Voilà, des choses comme ça. Et fin décembre, je crois que c'était le 31 décembre, il me semble, oui, 31 décembre, le New York Times a publié un article de 2 pages
gagnant du prix Pulitzer, donc quelqu'un qui est considéré comme un journaliste de haut vol, intitulé « Des cris sans mots, la violence sexuelle le 7 octobre », dans lequel il décrit sur un cas précis, d'accord, celui qu'il appelle la femme en noir, qui s'appelle Gal Abdouche, vous avez son nom là en bas, qui décrit comment elle a été violée le 7 octobre, etc., etc., etc. Dans les jours qui ont suivi cette publication, donc il y a eu effectivement un énorme retentissement, la famille de Gal Abdouche a complètement démenti en disant que c'était absurde, que ça n'avait pas pu se produire comme ça, que ça n'avait pas pu se produire, en donnant des indications extrêmement précises. Le New York Times des journalistes du New York Times, dans les mois qui ont suivi, ont protesté contre cette publication, mais la direction du New York Times, elle, ne l'a pas fait. Alors j'ai discuté de tout ça, quand j'étais à Toulouse, j'ai discuté de tout ça avec les gens que je connaissais, à Toulouse, et puis à l'extérieur aussi, en particulier à des femmes. Et j'ai eu des réponses assez variées. L'une d'entre elles, que je connais bien, on va dire, on milite ensemble, m'a dit « Jean-Pierre, les femmes ne mentent jamais ». Bon, alors avec ça, il n'y a pas de discussion. Une autre m'a dit par mail « Mais quand même, le New York Times, c'est quand même beaucoup plus sérieux que l'Electronic Intifada ». En d'autres termes, la notoriété l'emporte sur toute discussion. La troisième, elle, qui participe à toutes les manifestations, elle m'a dit « Jean-Pierre, ce jour-là, ils avaient autre chose à foutre. » En d'autres termes, pour elle, c'était de la foutaise. Donc, à partir de ces avis contradictoires, je me suis dit, il va falloir creuser le sujet. Alors, j'ai commencé à creuser le sujet, à rassembler les données que j'avais, etc. Et je suis venu à la conviction que, en fait, cette campagne ne reposait pratiquement ou absolument sur rien. Et bon, je ne rentrerai pas dans le détail par la suite, mais je vous donnerai plutôt les conclusions. Et puis je me suis dit, bon voilà, j'ai ça, j'avais écrit 30 pages, et puis qu'est-ce que j'en fais? Et c'est à ce moment-là que, ayant déjà travaillé avec Michel Collomb, je lui passe un mail, ou on se passe un coup de fil, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus, en lui disant, bon voilà, cette histoire-là, il faudrait que ce soit publié quelque part. Et puis, si on publie quelque chose, il ne faudrait pas que ça s'arrête uniquement à cette histoire-là. Ça serait bien de faire un livre qui porte sur qu'est-ce qui s'est passé le jour du 7 octobre. Dans la demi-heure qui suivait, il m'a répondu « Banco, on y va ». Le lendemain, il avait constitué, avec les gens qui collaborent avec lui, une équipe de 6 personnes, donc lui, moi, plus 4 personnes, surtout des jeunes, beaucoup plus doués que lui et moi pour aller à la recherche des informations. Et on a commencé à bosser de façon vraiment très intensive pendant 6 mois pour arriver au livre. Je précise, parce que la question m'a déjà été posée avant ce soir, que nous travaillons uniquement sur les mêmes sources que tout le monde, et elles sont à 99,5% israéliennes, puisque pratiquement, à part disons, des journalistes indépendants, là-bas, il n'y en a pas eu qui ont eu la possibilité d'enquêter. Évidemment, pas du tout à Gaza par la suite. Donc, toutes nos sources sont des sources qui viennent exclusivement de la presse et des déclarations israéliennes. Donc, n'allez pas chercher ailleurs, il n'y en a pas. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais donc juste quelques indications. Donc ça a donné un livre qui fait 300 pages, 520 références que vous trouvez en bas de chaque page. Donc vous pouvez retourner vers obtenir les documents de départ. 690 documents visuels, donc soit des photos, des cartes, etc., etc., etc. Et voilà. Alors, je ne vais pas vous raconter le bouquin en entier, bien évidemment. Il faut le feuilleter et puis le lire. Je vais commencer par la question dont je vous ai parlé, c'est-à-dire celle des viols. Donc là, la réponse de l'Electronic Intifada. Les différents textes, j'en ai mentionné déjà un qui
menait pour la campagne des viols, c'est-à-dire celui du Physicians for Human Rights, celui d'un comité qui a été créé ad hoc, disons, si je puis dire, sur ce truc-là, qui a été publié donc en février 2024, et puis le rapport de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, qui date de mars 2024, Camilla Patten, dont je peux dire simplement que ça a été de sa part un échec complet, puisqu'elle est arrivée là-bas, elle s'est adressée à la télévision israélienne le lendemain en demandant que des gens lui envoient des documents à l'appui de cette histoire de viol. Ils sont restés 10 jours, il y a eu 0 réponse. Donc, malgré tout, ça ne l'a pas empêché de mettre une petite phrase un peu sibylline dans ses conclusions, disant que sur la base de ce qu'on lui a communiqué, etc., elle a des raisons de penser qu'il y a eu des violences sexuelles. Bon. Donc, maintenant, je vais juste résumer ce que nous avons conclu. Les viols systématiques et instrumentalisés, donc 6 sur 18 témoignages, 18 éléments, ont rapporté 6 ont rapporté des faits connus, 6 personnes ont rapporté des faits connus pour être faux ou ont menti par ailleurs. Le secouriste de Be'eri, les sources du New York Times à propos de la femme à la robe noire, et après je mets seulement les initiales, vous trouvez tout dans le bouquin. 2 n'ont rien vu, ou ils ont vu seulement par éclipse. Les 2 seuls qui nomment des personnes se trouvant avec elles voient leurs déclarations non confirmées ou invraisemblables, et celle qui n'a pas donné son nom, mais s'est simplement fait appeler Sapir. Les témoignages restants se partagent entre très douteux, donc j'en mets 4, ou simplement douteux, 4 autres. Enfin, 13 d'entre eux n'ont pas vu de scène de viol, mais ne font qu'interpréter a posteriori d'après l'état des victimes. D'accord ? Bon, ça c'est disons, première conclusion générale. Donc, ensuite, toujours sur ces viols systématiques et instrumentalisés, 2 identifications seulement, donc 2 personnes identifiées dont on dit elles ont été violées, d'accord, mais dans chaque cas, les familles ont démenti, en disant que c'était faux, ou dans un cas, faux dans un cas, impossible dans l'autre. Aucune photo, aucune autopsie, et aucune réponse, je viens déjà de le signaler, aux demandes de l'envoyé spécial de l'ONU. Bien. Alors, quelle conclusion en tirer ? Alors, la conclusion, c'est pas moi qui vais la tirer, c'est une Israélienne. Et vous allez le voir. Moran Gaz, ancienne procureure, membre du team équipe 710, déclaration en janvier 2025, d'accord ? Donc c'est postérieur à la publication du livre, qui a été reprise par Middle East Monitor. Et elle déclare, en fin de compte, nous n'avons pas de plaignants. Ce qui a été présenté dans les médias par rapport à ce qui sera finalement rassemblé sera totalement différent. Elle ajoute, nous avons contacté des organisations de défense des droits de la femme et leur avons demandé de coopérer. Elles nous ont dit que personne ne les avait contactés. En d'autres termes, même du côté israélien, quand il s'agit d'aller voir effectivement qu'est-ce que vous savez, c'est néant. Donc par contre, au niveau des accusateurs, bon, je reviens pas là-dessus, mais leur identité, membres de l'armée ou d'organisations collaborant avec le Premier ministre, ça par contre, ceux-là, on les connaît. Bien, alors je vais passer un peu plus vite sur l'histoire qui est antérieure, puisqu'elle a été propagée immédiatement après le 7 octobre, c'est-à-dire l'histoire des 40 bébés décapités. Bon, que des journaux, nombreux, aient pu reprendre ce genre de choses, c'est quand même un scandale total. Pourquoi ? Parce que l'information a été donnée au départ par une collaboratrice de Even4 News. Even4 News, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une télé israélienne, mais qui est publiée aussi en anglais, qui appartient à M. Patrick Drahi, le PDG d'Altis,
Et bon, inutile de dire, disons que c'est une télé qui est complètement dans les orientations d'extrême droite israélienne. Et donc cette femme, voilà, qui a mis un casque, etc., dit que on lui a communiqué. D'abord, elle le dit que c'est comme ça, puis après, elle dit non, c'est pas moi, on me l'a communiqué. 40 bébés ont été emmenés sur des civières, berceaux renversés, poussettes abandonnées, portes restées grandes ouvertes, etc. Alors, regardez, 40 bébés décapités dans un kibbutz de 700 habitants, où il n'y a évidemment ni maternité, ni quoi que ce soit de ce genre. N'importe quel journaliste aurait dû quand même se poser la question, 40 bébés là, pour 700 habitants, absolument ahurissant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Et donc, le problème, c'est que non seulement ça a été largement diffusé à cette époque-là, mais que même Biden, le 11 octobre, donc 4 jours après, a fait une déclaration publique. Je n'ai jamais vraiment pensé que je verrais, que j'aurais des photos confirmées, alors que ses collaborateurs ont dit qu'ils n'avaient pas vu de photos, que j'aurais des photos confirmées de terroristes décapitant des enfants. Puis le 16 novembre, donc, alors que c'était déjà retombé depuis très très longtemps, il recommence. Le Hamas a déjà déclaré publiquement qu'il prévoyait d'attaquer à nouveau Israël, comme il l'avait fait auparavant, c'est-à-dire en coupant la tête des bébés pour les brûler, en brûlant des femmes et des enfants vivants. Ça, c'est Joe Biden, président des États-Unis. Bon, peut-être un peu amoindri, mais malgré tout, tous ces propos ont été évidemment repris, largement repris. Juste pour la question de bébés, pour vous donner un chiffre, bon, j'ai tout le listing nominal pour toutes les personnes qui sont mortes, israéliennes, qui sont mortes ce jour-là. Il y avait un bébé de 8 mois dans un kibbutz et une petite fille nouvelle-née, donc qui en fait est mort-née, mais c'était dans un hôpital et à la suite d'un tir de missile. Autrement dit, toute cette histoire-là, évidemment, c'est un énorme mensonge, comme vous le voyez. Voilà. Alors, une question que nous avons traitée sur 10 pages dans le livre, mais je pense que c'est important de l'aborder, c'est qu'est-ce que les Israéliens savaient ou pouvaient soupçonner sur une attaque d'envergure, puisque ça a été une attaque d'envergure, du Hamas. Bon, alors là, je vais juste faire un petit résumé, parce que bon, il faut lire les différentes pages. Multiples avertissements et tous ignorés. Le chef du Shin Bet qui fait un rapport 2014, avec Dor Lieberman qui lui aussi fait un rapport, mais il a perdu son poste de ministre juste après, donc on n'y a pas fait attention. 2022, un gros document qui s'appelle Jericho World, qui a été fait par le Shin Bet, dans lequel il détaille les préparatifs faits par le Hamas. En 2023, des avertissements des services égyptiens et américains. Le 19 septembre 2023, un rapport par des femmes travaillant à l'unité 2000. L'unité 2000, je reviendrai après, disons qui est une unité de surveillance qui se trouve tout près de Gaza. Une énorme unité de surveillance électronique. Dans laquelle donc, la personne qui a écrit a utilisé l'expression « l'épée arrive », qui, paraît-il, est tirée de la Bible, je ne sais pas, mais dans laquelle elle indiquait qu'effectivement, il y avait une préparation, disons, ça veut dire préparation à court terme d'une intervention massive. Bon. Et puis, le 7 octobre même, il y a eu deux... oui, bien sûr, 2023. Oui, il y a quelques fautes. Je suis désolé. 2023. Il y a eu 2 réunions pendant la nuit avec des dirigeants du Shin Bet et de l'armée sur la question de que fait-on par rapport aux signes que nous recevons. Et ces 2 réunions ont conclu pratiquement
on ne fait rien, sauf la deuxième qui a rappelé une unité qui était basée très très loin de Gaza et qui ne représentait pas grand-chose. Donc il y a eu, maintenant, on n'en sait pas beaucoup plus sur tout ça. Je donnerai peut-être un petit détail à la fin qui ne figure pas dans le bouquin. Il se trouve que le gouvernement israélien a refusé et continue de refuser une enquête publique sur justement les noms, disons, qu'on peut appeler des fautes claires de la part des commandements. On s'est posé bien évidemment, et je pense que vous me poserez peut-être la question, est-ce que au niveau politique, c'est-à-dire au niveau de Netanyahou et de ses ministres, est-ce qu'ils ont laissé faire en étant informés? Ça, c'est la question qu'évidemment tout le monde se pose, et il n'y a pas besoin d'être complotiste pour se poser ce genre de questions. C'est une question qui vient évidemment à l'esprit quand on voit ce qui s'est passé. Alors, je vais répondre tout de suite, très clairement, nous n'avons pas trouvé de documents qui permettent d'appuyer ce genre d'idée. Maintenant, ne pas trouver de documents, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais simplement, vous ne trouverez rien dans le livre, et ce soir, je vous dirai, je n'en sais pas plus. Voilà. Bien. Alors, je vais passer, disons maintenant, on va rentrer un peu dans le détail de la journée du 7 octobre 2023. Et je vais vous montrer donc cette petite diapo qui va revenir par la suite, d'accord, pour situer les choses. Oui. Donc, ce jour-là, donc d'après le décompte nominal que j'ai et qui est presque identique à celui qui est publié ailleurs, il y a eu dans l'enveloppe de Gaza, c'est-à-dire à proximité de Gaza, 1158 Israéliennes tués. Au dehors de l'enveloppe, c'est-à-dire partout ailleurs en Israël, 32. Donc on va se concentrer évidemment sur ce nombre et je le divise en 3 secteurs. D'une part, les soldats, les policiers et les agents de sécurité, auxquels il faut rajouter les civils armés, car il s'est passé aussi que dans un certain nombre de kibbutz, des gens qui n'étaient pas des membres des unités de protection qui sont dans tous les kibbutz, mais qui étaient tout simplement armés, ils ont fait le coup de feu. En général, ça ne leur a pas réussi et ça n'a pas réussi à leur famille. Donc il faut bien le dire parce que peut-être qu'au départ, ils voient des gens arriver et ils sous-estiment ce qui se trouve en face d'eux. Donc je mets, disons, 418, c'est un nombre, pour les civils armés, on peut le voir d'après des notices nécrologiques. Je ne les ai pas faites toutes. Donc probablement le nombre est supérieur à ce qu'il y a ici. Bon, civils, c'est-à-dire civils désarmés, là je mets 2 groupes pour mieux comprendre la suite. Les groupes de ceux, je commencerai par ça, des personnes vivant dans des lieux protégés. Alors j'entends par lieux protégés les kibbutz, à l'intérieur duquel, dans chaque maison, il y a une pièce de sécurité. Pièce de sécurité qui est, donc c'est la loi israélienne qui fait que tout le monde doit avoir une pièce de sécurité dans sa maison. Et ces pièces de sécurité ont été conçues pour protéger contre quelque chose tombant du ciel, un missile quelconque ou quoi que ce soit. Donc, d'une manière générale, ces pièces de sécurité n'étaient pas conçues avec des portes fermant hermétiquement, et donc il s'est passé beaucoup de cas où des gens se sont réfugiés dans les pièces en essayant de tenir la porte fermée. Bon, mais malgré tout, c'était des lieux protégés, c'est des lieux dans lesquels les gens pouvaient se cacher, et dans lesquels il n'était pas nécessairement facile de les faire sortir, par exemple, pour emmener des otages. Bon, donc la 308, et j'insisterai sur deux groupes particuliers, ces 3 kibbutz, Be'eri, Kfar Aza, Nir Oz, dans lesquels il y a eu effectivement beaucoup de morts, et ce sont, quand je viendrai à la question de la doctrine Hannibal, ce sont les 3 kibbutz qui sont complètement concernés par cette histoire.
Et puis les autres kibbutz, une quinzaine de kibbutz différents, dans lesquels il y a eu 103 personnes tuées. Et bon. Ensuite, les lieux non protégés. Les lieux non protégés, eh bien, ben, ce sont les gens qui circulaient en voiture, ceux du festival Nova, dont je vais parler après, ou toute autre personne qui, en fait, ne disposait pas de protection particulière et qui ont été tués 452, dont 387 qui étaient des participants du festival Nova, et 35 immigrés, parce que les immigrés, eux, dans les kibbutz, ils avaient des dortoirs et ils n'avaient pas de pièces de protection. Voilà. Donc, c'était essentiellement des Népalais et des Thaïlandais. Voilà. Alors, je vais maintenant un petit peu rentrer plus dans les détails, en commençant par le côté militaire, qui a été, on peut le dire, par rapport aux forces qui ont été impliquées, qui a été une réussite indéniable. Les Palestiniens ont en très peu de temps causé un certain nombre de brèches, donc 7 au départ, mais au cours de la journée, au fur et à mesure que le temps passait, ils en ont augmenté le nombre de brèches dans le mur, on dit jusqu'à une trentaine. Mais surtout au départ, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inactivé les systèmes de surveillance en utilisant des parapentes par lesquels ils passaient au-dessus des systèmes de surveillance. Ils lâchaient des bombes. Là, vous avez quelques photos montrant l'une d'entre elles avant, pendant et après la destruction. Ce sont des trucs qui ont été filmés évidemment par le Hamas. Voilà. Donc, ensuite, le point est que dans les jours et même les semaines qui ont suivi, la plupart des médias ont sous-estimé ou peu parlé de cette question de l'attaque, du caractère militaire de l'attaque, dans laquelle étaient impliquées les unités essentiellement de Hamas. Bon, ici, dans l'IB, ils n'en mettent aucun. Le Washington Post en met un petit nombre. Non, le Washington Post, je vois aucun. Et le Point, par contre, lui, a mis un certain nombre, 5 bases militaires attaquées, alors qu'il y en a eu plus du double. Bon, donc ce côté, c'est-à-dire le caractère militaire et les cibles militaires israéliennes le 7 octobre a été, d'une manière générale, comment dirais-je, mis sous boisseau ou sous-estimé par la presse. Bon, ça. Alors, ce que je peux montrer simplement, bon, donc ça c'est un petit schéma qu'on a fait, à savoir en bleu, ce sont les kibbutz, et en rouge là, vous avez les différentes bases qui ont été attaquées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bases. J'ai mis combien? 10. Mais bon, c'est plus le poste de police de Sderot. Donc ça fait 11. Le 7 octobre. Donc effectivement, à peu près toutes les cibles, disons, militaires de l'enveloppe de Gaza, des environs de Gaza, ont été attaquées. Bon, y compris donc la base de l'unité 8200 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une base de télécommunications, base du RIM, de surveillance, qui n'est pas de la surveillance seulement de Gaza, mais de surveillance de tout le Moyen-Orient. Voilà. Donc, alors, un petit exemple de résultat de ce genre d'attaque, ça a été à Nahal Oz, la base, et aussi à Kissoufim, mais là, les images ici sont de Nahal Oz, des surveillantes qui portent le nom en hébreu de Tatzpitanit, de ces femmes qui étaient chargées tous les jours de surveiller la frontière. Et uniquement par des postes de surveillance comme celui-ci, dans lequel il n'y a personne,
mais qui sont équipées de caméras mobiles, etc., dans lesquelles on peut regarder s'il y a des Palestiniens qui se rapprochent du mur, etc. Et elles étaient équipées, joystick et tout ça qu'il faut, de mitrailleuses pour pouvoir tirer sur les Palestiniens. Elles avaient le droit, effectivement, si elles estimaient qu'il y avait un Palestinien qui était trop près, de l'arroser à partir de leur poste. Bien. Donc là, c'est une photo qui a été prise avant le 7 octobre. Le photo du même lieu après le 7 octobre, vous voyez que les Palestiniens sont venus, ont détruit tout ça et ont emmené d'ailleurs un certain nombre de ces femmes, qui ont été considérées comme étant des héros par la suite, les ont emmenées comme otages. Voilà. Bien. Alors, je reviens donc sur la diapo précédente. Bon, là, j'ai parcouru rapidement la question des cibles militaires et qui ont été dans l'ensemble avec plus de 400 ou 350, si on retire les membres de sécurité armés, 350 policiers et soldats tués ce jour-là. Je vais passer maintenant aux lieux protégés. Par exemple, genre de lieu protégé, la kibbutz de Netiv HaHazara, qui se trouve donc au nord-est de Gaza, et c'est le kibbutz qui est le plus proche du mur de Gaza. Il est peut-être à 50 mètres seulement de distance. Et puis, il y a une plateforme dessus, et les touristes sont... Voilà, vous avez 2 photos de touristes israéliens qui se prennent en photo, etc., pour aller observer Gaza, comme s'ils allaient au zoo. Et ça, c'est malheureusement le type de tourisme, un type de tourisme vraiment assez écœurant, qui est... Donc ces photos, évidemment, ont été prises avant le 7 octobre. Voilà, bon. Tourisme à 100 mètres de la prison. Maintenant, quel est le but principal pour les attaques contre les kibbutz? N'était pas de tuer les gens des kibbutz, mais de trouver moyen d'emmener le maximum de gens comme otages, dans un espoir de pouvoir faire un deal d'échange entre les otages israéliens et les prisonniers palestiniens qui se comptent, comme vous le savez, par milliers. Donc vous avez quelques photos ici de prise d'otages. Prise d'otages ici sur une base, c'est-à-dire ce sont des soldats là, qui sortent. Et puis d'autres, sur une moto. Là, c'est à Be'eri, où il y a des gens qui sont emmenés par des gens du Hamas. Et puis des personnes qui sont emmenées dans un truc de, je pense, ça doit être de golf, ou sur une Toyota en direction de Gaza. Juste quelques exemples. Donc, s'emparer d'otages, c'était le but. Et ça m'amène tout de suite à parler de la doctrine Hannibal et de l'application de la doctrine Hannibal, dont il va être question par la suite. Bon, comme vous le savez, des otages, il y a eu déjà dans le passé des otages israéliens qui ont été échangés contre des prisonniers palestiniens. Le plus connu s'appelait Gilad Shalit, et il a été retenu prisonnier, je crois, pendant 2 ans, avant d'être libéré. Là, vous voyez une photo avec son père au moment de sa libération. Et la doctrine, en quelque sorte, qui réactivait une doctrine déjà établie depuis très très longtemps, mais qui n'avait pas été appliquée, qui là, par contre, a été appliquée le 7 octobre, c'est sur la base de cette situation-là ne doit pas être reproduite, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit fait pour empêcher qu'il y ait des otages emmenés, y compris en utilisant, y compris en en tuant. D'accord ? Donc je vais donner quelques indications de l'application dans ce qui va suivre. Donc cette doctrine, elle date de 1986. Bon, là, vous avez quelques détails, je vais pas m'appesantir là-dessus.
Et je vais donner des, des cas pratiques prouvés dans lesquels elle a été utilisée. Cette femme ici, Yasmine Porat, c'était une femme qui était sur le festival Nova et qui a réussi, bon, qui s'est enfuie et qui a réussi à rentrer avec son compagnon dans le kibbutz Be'eri, qui est à peu près à 3 km de distance. Donc elle a réussi à se réfugier dans le kibbutz. Et puis, dans le courant de la journée, elle a été embarquée, ainsi que la personne chez qui elle se trouvait, et d'autres personnes. Ils se sont retrouvés à une 20, disons 15, 20, non, quinzaine, dans une maison. Et donc, quelques temps après, elle a témoigné de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est elle qui parle à la télé, israélienne, Channel 12, elle explique que les gens, les Palestiniens, les ont gardés pendant l'après-midi en espérant disposer d'un sauf-conduit pour retourner à Gaza en ayant en étant épargnés. À un moment donné, le chef, disons, du groupe de Palestiniens a accepté de sortir avec sa protection à elle, pardon. Alors là, ça va pas. Avec la protection donc de Yasmine Porat. Ce qui s'est passé, c'est que quelques minutes seulement après la sortie donc, de la maison, cette maison a été attaquée par un char. Et là, vous avez ici une photo donc, prise d'hélicoptère dans laquelle vous voyez le char qui va vers la maison. Et là, vous avez une photo prise de la vidéo juste au moment où le char tire sur la maison dans laquelle se trouvait Yasmine Porat. La personne qui l'avait hébergée dans le courant de l'après-midi témoigne, elle aussi, de ce qui s'est passé. Elle dit « J'étais complètement paralysée. » Bon, le tir, évidemment, a fait des morts. Et elle a survécu. Quand j'ai ouvert les yeux, mon Adi, c'est-à-dire son mari, était en train de mourir. Votre Tal, c'est-à-dire le compagnon de Yasmine Porat, a également cessé de bouger. Donc là, disons, ce sont des témoignages concordants montrant que il avait fait 2 tirs de tank à très peu d'intervalle sur cette maison et que donc des Israéliens qui se trouvaient à l'intérieur ont été tués. En fait, le dénombrement du nombre d'Israéliens est connu. C'est à peu près une dizaine, dont 2 enfants jumeaux de 12 ans. Bon, les enfants Ezroni. Voilà. Donc ça, c'est une preuve flagrante. Mais je vais aller plus loin. Un secouriste qui est intervenu aussi sur le kibbutz Be'eri fait une déclaration. Donc tout ça, ce sont des vidéos qu'on peut récupérer venant d'Israël. Et il dit, ils sont sortis de cet enfer, et alors quoi? Ils sont touchés par un missile à l'entrée du kibbutz. De quoi est-ce qu'il parle? Ce dont il parle, c'est quelque chose qui a été décrit comme une affreuse attaque de Hamas, mais dans laquelle il y a une vidéo. Alors donc j'ai extrait 2 photos. C'est-à-dire ça, c'est l'entrée du kibbutz ici, où le kibbutz se trouve là. À la sortie du kibbutz, une voiture est attaquée et il y a une vidéo qui tourne autour dans laquelle on voit les choses autour de la voiture. Vous avez ici les silhouettes, si je puis dire, de 2 des personnes qui étaient à bord de la voiture, qui sont morts bien évidemment. Et quand on arrive sur l'arrière de la voiture, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que vous le verrez comme moi, c'est que le toit de la voiture est enfoncé. Autrement dit, il s'agit d'un tir qui a été fait du ciel et dans lequel, évidemment, ceux qui étaient à l'intérieur n'ont pas échappé. C'est la même histoire. Donc voilà 3 cas, 3 personnes, hein, parce qu'il y a un chauffeur devant, ça c'est derrière, 3 personnes qui se rajoutent aux 12, je crois que c'est 12 effectivement, de la famille Yasmine Porat,
dans lequel on peut dire que là, ça a été l'application d'une doctrine dans laquelle on tire dans le tas, sans se préoccuper de savoir qui se trouve à bord. Je vais continuer. Donc ça, c'est alors les mensonges. Bon, ça, je donne un petit exemple. Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, le 1er novembre, 19 personnes, il est en train de montrer la maison de Yasmine Porat. Vous la trouverez sur plein de vidéos, facilement reconnaissable. Et il raconte 19 personnes ont été assassinées, dont 7 enfants, dans cette maison. Évidemment, il ne dit à aucun moment qu'il y a effectivement des personnes qui ont été tuées. Il n'y a pas 19, et pas 7 enfants, bon, c'était moins. Mais assassinés, évidemment, quand il dit assassiné, il dit assassiné par le Hamas. Mais bon, les Israéliens ont l'habitude de mentir, et là, en l'occurrence, voilà, c'est devant la presse internationale, ou disons les personnes choisies. Alors, il n'y a pas eu au kibbutz Be'eri que ça s'est produit. Kibbutz de Kfar Aza, cette maison, donc, le site dont je me suis beaucoup servi, octcepmap.com, indique qu'il a été porté disparu. On pensait qu'il avait été enlevé par les terroristes. Plus tard, son corps a été identifié. Voici sa maison. Vous voyez dans quel état elle se trouve. Vous voyez dans quel état lui aussi s'est retrouvé. Ceci, quand on voit une photo comme ça, on se dit, bon, est-ce que c'était avec des mitraillettes ou est-ce que c'était même avec des RPG, parce qu'il y avait aussi des RPG, qu'on peut faire ce genre de dégâts? La réponse est bien évidemment non. Donc il n'y a que des tanks, les tanks qui sont intervenus dans les kibbutz, qui peuvent faire ça. Pardon Ça veut dire, c'est une abréviation pour Rocket Propelled Grenade, c'est-à-dire des grenades tirées par des lance-grenades qui font en général, je ne sais pas, 1,50 m de long ou quelque chose comme ça. C'est plus puissant, effectivement, qu'une mitraillette, mais ça ne peut pas faire ce genre de dégâts. Voilà. Bon, un autre exemple maintenant, ça concerne les comment dirais-je, les personnes qui ont été emmenées à Gaza comme otages. Et là, vous avez un témoignage qui est en même temps un aveu, qui raconte ce qui s'est passé. Bon, c'est-à-dire une femme qui a été emmenée avec une autre israélienne dans une voiture, bien, la voiture a reçu un tir d'hélicoptère, bon, donc elle dit que bon, voilà, tous les ravisseurs qui étaient dans la voiture ont été tués, ainsi que Efrat Katz, une autre résidente de Nir Oz qu'elle connaissait. Bon, malheureusement, Efrat Katz a été tué sur le coup, tous les terroristes étaient morts. Quelques minutes plus tard, elle a à nouveau été enlevée, avec d'autres prisonniers israéliens qui avaient survécu à la salve du tir de l'hélicoptère, cette fois par des Palestiniens revenant de Nir Oz sur un tracteur du kibbutz. Bon. Donc là, c'est un cas par un témoignage direct de quelqu'un qui, elle, a réchappé à l'application de la doctrine Hannibal. Al Jazeera, qui a fait une enquête sur comment dirais-je, ce qui s'est passé effectivement entre les kibbutz et Gaza, a mis le nombre de 75 véhicules qui ont été détruits par des tirs d'hélicoptères, évidemment par des pilotes qui ne pouvaient pas savoir qui se trouvait dans les véhicules. Donc, combien d'Israéliens ont été tués par ces tirs? Nous ne le savons pas. Peut-être on le saura un jour. Voilà. Alors, je reviens maintenant sur le kibbutz Be'eri pour aller un tout petit peu plus loin, pour vous montrer que ça ne se limite pas à quelques cas prouvés, probablement. Ça, c'est un schéma qui a été publié, une petite carte, en quelque sorte, qui a été publiée par Reuters, l'agence Reuters, qui montre sur l'ensemble des bâtiments du kibbutz Be'eri, ceux qui ont été détruits
ou fortement endommagés. Généralement, on vous montre les photos de ce secteur-là. Bien. Alors maintenant, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Premièrement, des maisons sont décrites par les journaux comme maisons incendiées. Et vous avez des photos que, bon, qu'on peut récupérer facilement, voilà, copier-coller, les photos qui ont été publiées par ces publications. Ici, j'en ai sélectionné deux, une de Reuters et une de Haaretz. Ce sont celles qui sont en haut, d'accord? Donc, en première approximation, ça a été salement détruit ou incendié. Et puis, on prend... Bon, je ne sais pas si vous faites familier avec ce genre de choses. Ça s'appelle faire une correction gamma, qui est un truc très élémentaire, qui permet en fait de redresser les différents niveaux de couleur. Celle du haut, là-haut, qui ressemble à un incendie, montre en réalité quelque chose dans lequel il n'y a pas eu d'incendie du tout, mais il y a effectivement de la suie un peu partout, donc ça noircit énormément les choses. Cet autre endroit dans lequel, là, ça paraît complètement incendié, vous faites la correction gamma, et qu'est-ce que vous voyez? C'est que la table devant, elle est intacte, les chaises aussi, etc. Il y a eu des destructions, mais ailleurs, cette maison n'a pas été incendiée. Une maison incendiée ne ressemble pas à ça. Donc, je vais vous montrer maintenant d'autres photos qui, elles, n'ont pas été beaucoup montrées, de Be'eri. Ça, la photo de cette maison-ci, c'est la même que celle que vous voyez là, à plus grande distance. Vous voyez aussi une autre maison complètement pulvérisée, une autre maison, encore une autre maison, et ça, ce sont différents. Tout ça a été pris à l'intérieur du kibbutz Be'eri. Bien évidemment, ça ne peut être dû que à des tirs de tank. Ensuite, on peut regarder maintenant un petit peu plus les photos qui ont été prises de l'intérieur des maisons. Vous en avez une ici dans laquelle vous voyez deux gros trous dans les murs, d'accord, et celle-ci dans laquelle vous voyez un énorme trou dans le mur. Là aussi, ça j'en ai discuté avec des gens qui sont spécialistes, même des RPG ne peuvent pas faire ça, d'accord, des destructions de cette intensité-là. Donc ce sont des tirs de tank. Et puis maintenant, des preuves peut-être moins convaincantes ou plus indirectes viennent de toutes les photos, alors là vous en avez une quantité, qui ont été prises par des drones ou des hélicoptères, etc., dans les jours et les semaines qui ont suivi. Et ça, c'est à Be'eri aussi. Vous voyez ici que là, ce sont des maisons calcinées, celle-ci, celle-là. Ça ne fait aucun doute. Mais regardez les deux ici. Ces maisons, qu'est-ce que vous repérez? Vous repérez un trou, ici, qu'il n'y a pas dans la maison symétrique de l'autre côté. Mais surtout, ce que vous voyez, c'est que les toits ont été, en quelque sorte, soufflés. Ici, 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 ici. C'est-à-dire que les tuiles ont été projetées. D'accord? Mais ces maisons ne sont pas incendiées. Pardon, je reviens en arrière. Mais ces maisons n'ont manifestement pas été incendiées. Vous avez ici les solives qui sont intactes, etc. etc. Ça n'a pas brûlé. Donc qu'est-ce qui a pu se passer? Évidemment, à partir du moment où vous voyez ça et que vous voyez qu'il y a projection de tuiles, si ça arrivait chez vous, qu'est-ce que vous penseriez? Qu'il y a eu une explosion à l'intérieur. Bien. Donc c'est effectivement l'explication, la seule explication raisonnable, et ça ne peut pas être dû à une intervention des terroristes ou des choses de ce genre-là. Bon, je continue. Ça, c'est un peu la même chose, prise sur une autre série de maisons. Vous voyez ça de plus près. Donc, aussi bien pour cette maison-ci que pour celle-là. Voilà, là. Ce n'est pas seulement au kibbutz Be'eri, Kfar Aza. J'ai déjà montré celle-ci tout à l'heure, mais vous avez toutes ces autres photos de destruction dans Kfar Aza qui, manifestement, ne peuvent pas avoir été dues par une intervention légère de gens qui rentrent à l'intérieur des kibbutz pour emmener des otages.
Anir Oz, même chose, le troisième. Voilà. Alors peut-être celle-ci est peut-être un petit peu moins convaincante, ça peut peut-être se produire autrement, mais celle-ci dans laquelle les toits sont complètement effondrés, là aussi c'est dû à des interventions militaires lourdes. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces observations-là? Ah oui, alors j'allais oublier le plus extraordinaire, ça concerne Kfar Aza. Kfar Aza, alors là, ça c'est une photo qui est tirée d'une vidéo. Hein. Vous pouvez regarder la vidéo et avoir tout le déroulé. Un colonel, je crois qu'il est colonel. Oui, il est colonel. Le colonel Vache, ou Vac, je ne sais pas, a des journalistes devant lui. Il commence par leur expliquer, dans cette maison, j'ai évacué 8 bébés brûlés. Bon, toujours pareil, les 8 n'existaient pas, mais bon, peu importe. Et il y a un journaliste turc, car les Turcs ont plus fait leur boulot que les autres, qui lui pose la question, il regarde derrière, il regarde la maison, et il dit, pourquoi y a-t-il ces destructions qui ressemblent à l'autre? L'interrompt, il dit, à cause de nos chars. Alors, il hésite pas mal de temps, et puis il dit, qui ont attaqué? Le journaliste leur pose la question, ils leur ont tiré dessus? Vac, oui. Oui. Il ajoute, parce qu'ils étaient bloqués dans cette maison et nous avions besoin de reconquérir notre colonie. Ceci n'aurait pas été possible sans chars. Autrement dit, il montre une maison dans laquelle il dit qu'il y avait 8 bébés, etc., etc. La réalité, c'est qu'en fait, cette maison, elle était arrosée par un char, bon, ou des chars. Donc c'est quand même assez extraordinaire, mais bon, tout ça, vous pouvez le trouver dans le livre. Le coordinateur de sécurité, de l'équipe de sécurité du kibbutz Be'eri déclare le 20 octobre, ce n'est que lundi soir et seulement après que les commandants sur le terrain ont pris des décisions difficiles, il ajoute, y compris le bombardement des maisons avec leurs occupants, afin d'éliminer les terroristes, sans savoir si les Israéliens dans ces bâtiments étaient vivants ou morts, que l'armée israélienne a achevé sa prise de contrôle du kibbutz. Donc lui, bon, il confirme, donc il ne dit pas un exemple, il dit, bon voilà, que bombardement des maisons avec leurs occupants. Bien. Alors maintenant, juste pour terminer, nous nous sommes posé la question, bon très bien, on a des preuves sur à peu près 20, une vingtaine. On a des indications indirectes que c'était certainement beaucoup plus que ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut avancer un chiffre? Alors, je dirais, on n'a pas un chiffre qu'on peut avancer ne peut pas reposer sur des preuves de type, comment dirais-je, forensic, d'études des corps ou des choses dans ce genre-là. Mais par contre, on a une indication extrêmement intéressante. Et cette indication, elle vient de Mark Reger, qui est le porte-parole de Netanyahou, interviewé sur MSNBC, je ne sais pas à quelle date, mais le 16 novembre. Voilà. Et vous savez qu'au début, le nombre de morts israéliens qui a été avancé était de 1400, pardon. 1400, c'est ce qui a été dit pendant des semaines. Et à partir de la mi-novembre, ce nombre est réduit à 1200. Le journaliste lui pose la question, mais comment ça se fait? Et alors, il répond, nous avions annoncé les chiffres de 1400 victimes que nous avons ramenés à 1200, car nous avons compris que, et alors là, il faut voir, que nous nous étions trompés. Certains corps étaient tellement brûlés que nous pensions qu'il s'agissait des nôtres. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait de terroristes du Hamas. Alors évidemment, on se pose la question, en quelles circonstances les équipes peuvent-elles se tromper sur une identité? Il dit tellement brûlée, d'accord? En quel lieu est-ce que ça peut se produire? Évidemment, le seul lieu possible, c'est pas à l'emplacement du Festival Noval, au milieu de la nature, etc., bon, où les gens ont été tués comme ça. Bon.
facilement identifiables. C'est-à-dire ce sont des endroits où il est effectivement difficile d'identifier les victimes, et le seul endroit en question, ce sont les kibboutz. Ce n'est pas ailleurs. En d'autres termes, 200 personnes ont été considérées comme israéliennes. En réalité, elles ne l'étaient pas, ce qui veut dire qu'effectivement, ceux qui faisaient ce job pensaient qu'il y avait beaucoup d'Israéliens, beaucoup plus d'Israéliens que ce qui s'est avéré par la suite. Ils avaient des raisons de le penser. Donc nous, prudemment, on a mis dans le livre, alors on pourra le reprocher bien évidemment, on pense qu'il est raisonnable de penser qu'une centaine d'Israéliens ont été tués dans les kibboutz par ces opérations menées avec des chars, dans au moins 3 kibboutz, ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Pour les autres, c'est probablement pas le cas. Voilà. Bien. Alors maintenant, je vais passer à la partie suivante, c'est-à-dire ce que j'appelle les lieux non protégés. Donc, les lieux non protégés, dont le Festival Nova et les immigrés. Je vais regarder tout de suite ce qui... Alors, bon, avant de venir à ça, je voudrais juste faire une parenthèse pour dire lieux non protégés, ça veut dire que c'était des civils non armés qui se trouvaient dans des endroits où on pouvait leur tirer dessus assez facilement, ils n'avaient aucune protection. Donc ça, il ne s'agit absolument pas de nier l'importance que ça a pris le 7 octobre, avec ce nombre que je présente ici, 452. Par contre, je voudrais un tout petit peu mettre ça en perspective pour parler, disons, de ce qu'a été la question civile, non civile, dans le passé, concernant Gaza. D'abord par quelques citations. Dès 1978, un journaliste interroge Gur Mordechai, le chef d'état-major, et ça c'est un petit extrait, hein, l'interrogatoire, enfin les questions, c'est plus long que ça. Le journaliste dit « Vous prétendez alors que la population devrait être punie ?» Et l'autre, il dit ouais, « Bien sûr, je n'ai jamais eu de doute à ce sujet. » Chef d'état-major. Raphaël Eitan, les Arabes sont tous les mêmes, il faudrait tous les achever. Ça, c'était son style. À peu près partout, il a dit des choses de ce genre. Avigdor Lieberman, chef du parti Israël Beitenu, nous devons combattre le Hamas comme les États-Unis ont combattu les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette idée d'utiliser des moyens, y compris de même style que l'utilisation de la bombe atomique, a été repris par un ministre au lendemain du 7 octobre. Je n'ai pas mis la citation ici, mais bon, c'est l'idée, c'est-à-dire, bon, raser tout. Ayelet Shaked, qui se disait ministre de la Justice, tout en avouant qu'elle n'aimait pas le droit, elle déclarait « Le peuple palestinien tout entier est l'ennemi, y compris ses vieux et ses femmes ». Ministre de la Justice. Vous voyez ce que c'est d'être ministre de la Justice en Israël. Et puis, après le 7 octobre, Yitzhak Herzog, président d'Israël, ce n'est pas vrai que les civils ne sont pas conscients et ne sont pas impliqués. En d'autres termes, si les civils sont impliqués, eh bien, dans ces conditions-là, il n'y a pas de raison de faire une différence. Pour aller un tout petit peu plus loin sur la question civile et personnes armées, je vais faire une comparaison entre le 7 octobre et les opérations qu'Israël a menées à Gaza auparavant. Celle plomb durci 2008-2009, l'estimation qui a été faite par les différents organismes qui ont travaillé sur la question, donc là j'ai pris une moyenne, c'est environ 65% de civils ont été tués lors de l'intervention de plomb durci. Dans l'opération barrière protectrice, l'estimation est un peu plus précise, c'est-à-dire estimée à 70%. Lors des marches du retour, dont vous avez entendu parler certainement, c'est-à-dire ces Palestiniens se dirigeant en direction du mur pour manifester symboliquement leur droit au retour des terres dont ils ont été expulsés en 1948. Les marches du retour, il y a eu
à peu près 200 morts, 200, 250, 220, je ne sais pas exactement. Le nombre de civils tués a été de 100%, aucun soldat israélien n'a été tué. Donc le 7 octobre, eh bien, dans le dénombrement que je vous ai indiqué précédemment, 65% de civils. En d'autres termes, si on dit que la question d'attaquer des civils est importante, grave, alors je dirais simplement que les Palestiniens n'ont pas fait pire que ce qu'ont fait les Israéliens. On a écrit le bouquin sans prendre en considération, malgré les mois qui s'étaient passés, sans prendre en considération ce qui se passait à Gaza. On n'explique pas le passé avec le futur. Mais enfin, je n'ai pas quand même résisté à l'envie de parler de voilà, Gaza, 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 Gaza. Et les dernières estimations de sources israéliennes, c'est que les civils représentent 90% des personnes tuées à l'heure actuelle dans la bande de Gaza. Donc c'était juste simplement pour recadrer un peu cette histoire de civils. Maintenant, par contre, il ne faut pas non plus l'ignorer et je vais donner quelques détails. Il est clair, alors je vais dire les choses clairement, il est clair que les combattants palestiniens n'ont pas fait de différence entre civils et militaires. En d'autres termes, que lorsqu'ils ont leur cible était des cibles militaires, d'accord, mais lorsqu'ils se sont trouvés en présence de civils sur les routes aussi bien qu'ailleurs, eh bien, ils n'ont pas hésité à tuer des civils. Ça, c'est clair. Alors, les lieux, je commence par la plage de Zikim, ensuite à Sderot, en particulier un bus qui transportait une quinzaine de personnes âgées qui devaient partir faire du tourisme du côté de la mer Morte. Le bus était tombé en panne, ou je ne sais pas, il avait un pneu crevé, enfin bref, je ne sais pas exactement. Mais là, à cette heure précoce d'un samedi matin, il était sur le bord de la route. Et quand les Palestiniens sont arrivés, ils ont tué tous les occupants du bus. Cette zone-ci, ici, ce que vous voyez ici, c'est une zone de route de à peu près entre 4 et 5 km de long, entre Netiva, Netiva Sarah, non pas Netiva Sarah, le nom ne me revient pas, et le premier kibbutz suivant. Ça, vous avez probablement vu beaucoup de photos comme ça, dans lesquelles vous voyez une ligne droite avec plein de voitures qui sont dans les fossés d'un côté et de l'autre. Ces photos viennent toutes de là. De quoi s'agit-il? Il s'agit de gens qui étaient au Festival Nova, et quand ils ont su que, été avertis qu'il fallait déguerpir, beaucoup ont commis l'erreur de partir vers le nord en pensant qu'il fallait s'enfuir le plus vite possible. Et par contre, les combattants de Hamas, qui eux étaient sortis de là et étaient passés par Sderot, ils allaient exactement en sens inverse. Quand la rencontre a eu lieu, il y a eu à peu près, sur ces 4 kilomètres, il y a eu à peu près, je ne sais plus, entre 70 et 80 personnes qui ont été tuées, dont la fameuse femme à la robe noire dont parlait le New York Times. Ensuite, beaucoup d'endroits où des civils ont été tués correspondaient, là aussi c'était un mauvais réflexe si j'ose dire, c'était des gens du Festival Nova qui se sont enfuis à bord de différents véhicules ou à pied et qui ont cherché à se réfugier. Oui, je sais, je suis un peu long, mais on n'y en a plus pour très longtemps. Qui ont cherché à se réfugier dans des abris. Ce sont des abris qui sont en général à l'intersection entre le kibbutz et la route principale. Ce sont des abris anti-bombes. Alors, ceux-là assez costauds, mais c'est pareil. C'est-à-dire c'est contre des bombes qui viennent du ciel. Ils sont rentrés à l'intérieur. Et là, à peu près, alors je ne sais pas si j'ai des nombres, mais je pense qu'à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 abris anti-bombes dans lesquels, effectivement, beaucoup de jeunes de Festival Nova ont été tués. Et enfin, au Festival Nova même. Donc voilà. Alors maintenant,
quand même, je voudrais juste faire une petite remarque. Essayez d'imaginer. Vous êtes un samedi matin, mais un samedi matin en Israël, c'est comme un dimanche matin ici. Autrement dit, c'est jour de congé, c'était même une petite fête, etc. Et il est 6h30 du matin, entre 6h30 et 7h. Vous êtes dans une zone dans laquelle il n'y a pas de grande ville, etc. C'est une zone relativement peu peuplée. Vous avez des kibboutz qui sont à quelques kilomètres les uns des autres. Les gens ne sont pas se baladent pas en voiture ou à pied ou quoi que ce soit, sauf quelques-uns qui font leur jogging. Il n'y a personne normalement. On sait, et on a la preuve, que les Palestiniens ne savaient pas qu'il y avait cette fête de Nova, et ils l'ont appris sur le moment avec leur... avec leur... les parapentes qui ont survolé et ils se sont signalés entre eux, ouais, il y a plein de monde là-bas, etc. Puis ensuite, ils ont vu toutes ces voitures arriver. En d'autres termes, s'il n'y avait pas eu le Festival Nova, le nombre de civils tués aurait été diminué au moins par un facteur 4. D'accord ? Et comment se fait-il que ce Festival Nova a eu lieu dans cette zone-là, à 3 km à vol d'oiseau de la bande de Gaza ? Comment se fait-il qu'il n'ait pas été interdit ? Eh bien, je vais vous donner une petite indication qui remonte à quelques semaines seulement. Le colonel qui a donné l'autorisation pour la prolongation du festival pour le 7 faisait partie des officiers qui ont été en communication entre eux la veille au soir et pendant la nuit pour discuter de risques possibles. C'était lui qui avait donné l'autorisation. À 3 heures du matin, il habite Tibériade. Tibériade, c'est presque le nord d'Israël. À 3 heures du matin, il a décidé de prendre sa voiture et il est descendu au Festival Nova. Il est arrivé à 5 heures. Il y a je ne sais pas combien de kilomètres, mais il doit y avoir 160 ou quelque chose comme ça. Il est arrivé tout seul, comme ça, au festival. Il a regardé. Il a regardé qu'est-ce qu'il y avait comme sécurité. Il a trouvé qu'il y avait quelques soldats et un des effectifs de police insuffisant, parce que certains policiers avaient dit, bon, aujourd'hui, nous, on se casse, bon, ça, on rentre chez nous. Malgré cette constatation-là, il n'a donné aucune consigne pour arrêter le festival, et il est reparti. Il est reparti à 6 heures, et à 6h30, les choses se sont enclenchées. Bon, donc, alors, évidemment, ça ne retire rien aux responsabilités des Palestiniens, mais simplement, c'est juste pour dire qu'ils se sont trouvés dans une situation qui n'était pas calculée de leur part, et ils ont réagi, malheureusement, en commettant un massacre, ce qui est tout à fait réel. D'accord ? Alors, la question qui s'est posée, parce que beaucoup de propagande a été dite que, en fait, c'était le pire pogrom qui avait été commis depuis 1944 ou 1945, et que les Palestiniens en voulaient aux Israéliens parce qu'ils sont juifs. Bon, alors, premièrement, les chiffres sont là. Les Palestiniens n'ont fait aucune sélection. Quand il s'agissait de Bédouins, d'Arabes, disons, ils ont été tués exactement pareil que s'ils ne l'étaient pas. Même quand ils disaient je suis arabe, ça ne changeait rien. D'accord ? Donc pour eux, c'était simplement des gens de l'État colonial qui est leur ennemi, point barre. Ensuite, les travailleurs immigrés, thaïlandais et népalais, ont été aussi tués exactement pareil que s'ils étaient des Israéliens, alors qu'ils ne ressemblent pas vraiment à des Israéliens. 12 Israéliens, Palestiniens d'Israël, des Bédouins, ont été tués. Donc, dans tout cela, cela veut dire que les chiffres et la situation réelle montrent que les Palestiniens n'ont fait aucun tri, si vous voulez, sur base d'ailleurs, je ne sais pas sur quels critères ils auraient pu vraiment le faire sérieusement,
Donc les comparaisons avec les pogroms, qui eux étaient des massacres anti-juifs, est à la fois fausse dans la réalité, en même temps qu'elle est anachronique. Je voudrais juste terminer maintenant, c'est la dernière, il n'y en a plus pour longtemps, par quelque chose qui, moi, je trouve extrêmement choquant. Il s'agit de la déclaration de Macron qu'il a faite aux Invalides le 2 février 2024. Et il prend la parole et il dit « Le plus grand massacre antisémite de notre siècle, les déflagrations, les cris de « massacrons les Juifs ». Alors, on a fait des petites recherches quand même pour dire ces cris de « massacrons les Juifs », d'où est-ce qu'il les sort? Donc, on peut regarder toute la presse internationale, on peut regarder les sources israéliennes, on peut regarder n'importe quelle autre source. Zéro. Ça ne figure pas. Autrement dit, pour son propos, il invente cette expression « massacrons les Juifs ». C'est un mensonge, aucune source. Mais la raison pour laquelle il le dit, nous, on la comprend, nous qui militons et qui avons vu les manifestations interdites, etc., etc. Même la manifestation de Toulouse ce soir à 6h30 a été interdite par le préfet. Là, c'est de dire, bon, les Palestiniens sont des antisémites. Premier point. Deuxièmement, soutenir les Palestiniens, c'est antisémite. Si vous soutenez des antisémites, c'est que vous êtes antisémite vous-même. D'accord ? Et par conséquent, c'est juste un petit message envoyé pour dire la répression de la solidarité avec le peuple palestinien est justifiée. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que